Bonsoir à tous, il n'est jamais trop tard pour célébrer des noces. Bienvenue dans ce Face à la presse exceptionnel puisque nous accueillons deux invités, deux jeunes mariés peut-être, deux associés sûrement, Édouard Schumacher et Olivier Lamiraud. Bonjour tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à la tête des groupes éponymes, comme l'on dit, Schumacher et Lamiraud, deux grands concessionnaires multimarques devenus aujourd'hui un groupe qui s'appelle LS. On va en reparler. Et pour vous interroger, bien sûr, nos fidèles Christophe Bourou, RTL, bonjour. Bonjour. Pierre de Villeneuve, Europe 1, bonjour. Bonjour. Et Alexandre Guillet de l'Argus. Bonjour Alexandre. Bonjour. Petite question toute simple pour démarrer. Est-ce que c'est un mariage, une association? Est-ce que vous acceptez le terme mariage, tous les deux? Oui, ça nous va assez bien. Je crois mariage, c'est la réalité, puisque c'est pas le rachat d'un groupe par un autre. C'est on aime bien employer le mot rapprochement ou fusion. Ouais. Et c'est vrai que nos histoires respectives font qu'on a une relation assez fusionnelle. Tout s'est passé magnifiquement, l'autorité de la concurrence a applaudi. Je ne sais pas si elle a applaudi, mais en tout cas, elle n'a pas mis d'opposition, parce qu'il y avait une complémentarité assez évidente de nos marques, mais également de nos secteurs géographiques. Donc on ne s'est pas retrouvé à se chevaucher sur un territoire. Alexandre. Alors, le processus de concentration est très marqué dans votre secteur depuis quelques années. Vous l'avez observé, on a vu des grosses opérations. À quel moment vous vous êtes dit, respectivement, peut-être qu'il faut qu'on songe à associer nos forces, à voir le coup d'après, pour peser un groupe qui, on n'a pas cité le chiffre, mais grosso modo, on dépassera le milliard de chiffre d'affaires si tout va bien. Donc ça fait partie largement du top 10 hexagonal. Je voulais savoir, vous, à quel moment vous avez eu le déclic de vous dire, tiens, la concentration, pour survivre d'une certaine manière, ou non, ça c'est à vous de le dire aussi, on n'y échappera pas. Je crois qu'on peut dire que notre première réflexion, elle date d'il y a plus de 3 ans, presque 4 ans, et on avait envisagé un schéma un petit peu différent, et on s'est rendu compte l'un et l'autre que c'était un petit peu tôt, et on a repris nos échanges fin mai. Et en 3 réunions, on était d'accord sur tout, y compris sur la valorisation de nos groupes. C'est d'abord une histoire d'hommes, oui. Et c'est ce qui nous a motivés, c'était vraiment l'envie de travailler ensemble. Et au-delà de l'autorité de la concurrence, le rapprochement a été applaudi, en tout cas avec beaucoup d'enthousiasme, par les équipes des 2 groupes respectifs. Et les constructeurs, vous couvrez combien de marques là aujourd'hui, vous deux? 18. Si tu le dis. 18. Dans une vie antérieure, vous avez été représentant de l'ensemble des concessionnaires français au sein du CNPA. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que si on ne se regroupe pas, on est mort. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que si on n'est pas de votre taille, le territoire français va mourir, les petits concessionnaires vont ne plus exister? Est-ce que vous avez l'impression d'être en position de monopole? Et par rapport aux autres concessionnaires, comment vous vous situez aujourd'hui? Alors, on n'a surtout pas le sentiment d'être dans une situation de monopole. On n'a pas non plus la science infuse, et on ne dit pas que ce qu'on fait, c'est l'avenir et qu'il faut absolument faire ça. On est simplement parti d'un constat, c'est que l'évolution de la distribution automobile, avec notamment un transfert de charges extrêmement marqué depuis quelques années des constructeurs vers les distributeurs, fait qu'il y a des besoins financiers qui sont importants et pas obligatoirement facile à suivre pour des petits indépendants, ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, hein. On pense également que le développement du digital va nécessiter des investissements importants, et que là aussi c'est plus facile de les amortir sur un volume assez conséquent. Et enfin que la relation avec les constructeurs va changer. Des groupes familiaux qui ont renouvelé à travers les générations leur attachement à la marque, qui sont suffisamment solides pour effectivement investir et passer les transformations et les mutations des années à venir, et qui seront fidèles aux constructeurs partenaires. Alors je posais une question un peu provocatrice, mais est-ce qu'aujourd'hui un concessionnaire a encore de l'avenir, parce que tout va passer par Internet, on l'imagine. On voit aussi que les clients qui arrivent en concession, ils sont plus au courant que le vendeur souvent, puisqu'ils se sont renseignés. Donc les vendeurs ont des difficultés aujourd'hui à s'adapter, les constructeurs savent pas trop comment faire. Est-ce que vous pensez que cette union, est-ce que vous pensez que vous avez un avenir dans la distribution
entre guillemets classique où il va falloir très très vite changer et vous adapter? Moi, je pense qu'on a non seulement un avenir, mais je pense qu'on va avoir un rôle beaucoup plus important que dans le passé, pour une raison qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, le client ne sait pas ce qu'il doit acheter. Donc, il est certes très informé quand il vient chez nous, mais est-ce qu'il faut... Entre le diesel, l'essence... Merci l'accès au diesel, c'est ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Nos conseillers commerciaux, aujourd'hui, portent bien leur nom, quoi. C'est plus des conseillers commerciaux que des vendeurs. Et comme on pense effectivement que leur métier va évoluer, on a un petit peu anticipé en créant notre propre centre de formation qui nous permet aujourd'hui de former des jeunes vendeurs à ce que sera le métier demain. Quand vous voyez un groupe comme Tesla qui arrête la distribution, on va dire classique, vous vous dites, ah, là il y a un problème, vraiment faut qu'on aille très vite. Alors ils n'arrêtent pas la distribution. Entre guillemets, en tout cas, ils sont il y a des velléités. Et au contraire, ils vont renouveler la distribution physique. Mais il y a une velléité, il y a un désir, en tout cas ils ont envie de bouger, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. De mon point de vue, plus à une problématique financière qu'à une stratégie. Donc pour vous, il n'y a pas... Non, moi là aussi, les constructeurs disent qu'il faut réduire la taille de vos immobiliers. Alors certes, il faut qu'on comprime nos coûts au maximum, mais le client qui vient chez nous, il vient pour trouver ce qu'il ne voit pas sur Internet. Et ce qu'il ne trouve pas sur Internet, c'est une voiture dans laquelle il puisse s'asseoir et qu'il puisse même essayer. Je crois qu'il a surtout besoin, oui, effectivement, d'une expérience. De renouer avec la marque. Notre valeur ajoutée, pour répondre à votre question, ça sera sur le service. Le service, c'est pas simplement un service après-vente, ce seront des services de mobilité, de car sharing, de réassurance dans le cas des transactions de particulier à particulier. Je reviens un instant sur les constructeurs, puisque vous avez évoqué le rapport de force, qui est une histoire ancienne dans l'automobile, que vous connaissez beaucoup mieux que nous tous d'ailleurs. On sent une inflexion dans le discours de certains d'entre eux, justement, qui va plutôt dans le sens d'un rapprochement de gros faiseurs dans la distribution. Pour le citer, Monsieur Pierre Boutin, président de Volkswagen, qui dit qu'il voudrait, des marques que vous connaissez bien d'ailleurs tous les deux, et qui voudrait un réseau plus entrepreneur, avec des standards plus flexibles. Ce sont encore des belles paroles, où vous sentez réellement, vous, dans les échanges que vous avez avec ces constructeurs de premier plan, cette inflexion prête à se mettre en musique sur le terrain? Je crois qu'il y a deux mouvements. Les constructeurs veulent créer des écosystèmes dans lesquels leurs constructeurs partenaires, leurs partenaires légitimes, entre guillemets, vont évoluer avec eux pour asseoir un nouveau modèle économique. Mais ils ont bien conscience qu'ils ne sont plus omniscients ou omnipotents et qu'ils peuvent écouter des grands groupes de distribution, des forces vives en présence, des nouvelles solutions pour essayer d'adapter ce modèle économique. On parle de nouvelles solutions, de nouveaux services. Le vrai enjeu, la vraie clé, c'est de trouver nos rentabilités et nos business models. C'est ça le vrai enjeu. Les idées sont là et on les partage. Donc je pense qu'on est plutôt dans un rapport de confiance où on voit les distributeurs légitimes et les constructeurs essayer de se serrer les coudes pour trouver des solutions et faire évoluer le modèle. Et sur l'immobilier, sur la représentation en fait, puisqu'on parle de ça et de certains standards, parce que les cathédrales, c'est quand même souvent les constructeurs qui les imposaient auparavant. C'était pas vous c'était pas une coquetterie des distributeurs, loin de là. Est-ce qu'aujourd'hui justement ce petit changement d'approche, vous, au sein de votre groupe, avec les synergies que vous pouvez mettre en place, est-ce qu'il n'y a pas une réorganisation des sites avec certains qui seront très flagship, désolé pour l'anglicisme, et puis d'autres qui sont plus dédiés à la prévente, au VO, je ne sais pas, à différentes activités? Est-ce que ce sont des synergies sur lesquelles vous travaillez dans le cadre, maintenant j'imagine que vous avez un plan en interne, sans révéler de choses confidentielles, mais sur lesquelles vous allez mettre en œuvre des choses pour plus d'efficacité et de rentabilité? Je crois que vous avez tout dit, parce qu'effectivement, tous les standards seront parfaitement respectés, les standards constructeurs. En revanche, on va aller vers une spécialisation des standards et des services proposés. Et les anciennes cathédrales ou ces grands sites de dimension aujourd'hui très contraignantes, monovalence, lourdeur, poids structurel, et puis problème d'activité qu'on ne peut plus déployer comme on le faisait par le passé. Désormais, on peut discuter avec les constructeurs et on essaie de trouver des solutions les plus adaptées au contexte. Donc on parle de spécialisation d'activité, on peut parler de services rapides. Vous voulez dire que les clients ne viennent plus ou moins dans les cathédrales? C'est trop grand? C'est trop... Moi, je pense qu'ils viennent toujours autant, mais ils sont beaucoup plus qualifiés. Ils savent exactement ce qu'ils viennent chercher. Et le flux est ailleurs, le flux est digital, et c'est un parcours qui doit être le nôtre et qui doit être maîtrisé par nous. C'est ce que disait Olivier. Le parcours, il se fait d'abord en dehors de la concession, mais le concessionnaire a bien son rôle à jouer. L'arrivée dans la concession, c'est la dernière étape. C'est l'étape ultime. Est-ce que le service,
imposé par le constructeur de plus en plus, ou c'est vous qui allez proposer vos propres services, en plus parfois des constructeurs? Comment ça va se passer? Il y a des standards des constructeurs, et puis il y a ce que nous, on peut ressentir. La mobilité, on n'a pas entendu que les constructeurs nous disent il faut proposer un véhicule de remplacement pour le faire, parce que ça répondait à un besoin des clients. S'ils n'avaient pas besoin d'un véhicule de remplacement, qu'il y ait une solution pour les ramener à leur lieu de travail. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les clients, ils veulent que l'utilisation de leur voiture soit la plus simple possible. Alors c'est pour ça qu'on parle effectivement dans les grandes agglomérations comme Paris d'autopartage, du fait que les gens ne sont plus propriétaires de leur véhicule. C'est des visions très urbaines et grands centres. Je prends l'exemple de Chartres. Moi, la majorité de mes collaborateurs, ils habitent dans des petits villages qui sont en périphérie de Chartres, à 5, 10, 20 km. Oui, la voiture, elle reste indispensable. Et encore une fois, nous, on a par rapport aux constructeurs l'agilité de pouvoir nous adapter aux besoins du client. Et qui va être très différent si on est à La Défense ou si on est à Châteaudun. À nous de rendre le parcours beaucoup moins pénible, d'ôter toutes ces contraintes jusqu'à notre service. Alors, quand on parle de mariage, en général, on s'inquiète, en tout cas dans l'industrie, pour l'emploi. Vous avez parlé de votre centre de formation il y a un instant. Il n'y a aucune menace sur l'emploi avec ce nouveau groupe? Non. Aucune. Non, ce sont des concessions qui sont regroupées par pôle opérationnel autonome. Ça ne changera pas. Il n'y a aucune réduction d'effectifs. Les seules synergies qu'on aurait pu imaginer sont au niveau de la société de tête. Et justement, c'est l'intérêt de ce rapprochement, c'est que nos compétences étaient complémentaires. Donc chacun trouve sa place dans le nouvel environnement et il n'y aura aucune réduction d'effectifs. Alors la gouvernance, justement, quel patron? Alors, on avait imaginé au départ, Édouard très opérationnel, moi plus conseil de surveillance, et puis je pense que dès la première semaine, on s'est dit, non, conseil de surveillance qui parle un peu de stratégie, c'est stupide qu'Édouard n'y participe pas. Et puis, sur l'opérationnel, on va avoir 58 sites de concession, plus de 60 sites en comptant les carrosseries groupes, le centre de prépa, etc. Je veux dire, on a largement de quoi être très occupés tous les deux. En revanche, pour moi, qui depuis 40 ans travaillait seul, en prenant les décisions d'entrepreneur seul, même si je m'appuyais beaucoup sur mes équipes, moi j'ai beaucoup de bonheur à partager tous les projets qu'on peut avoir avec Édouard. Oui, parce qu'on parle des grandes incertitudes. Moi, je suis quand même très heureux de pouvoir échanger avec Olivier. On est sur des décisions qui sont très engageantes en termes d'investissement humain, financier. Deux têtes valent mieux qu'une. Donc vous présidez le directoire, vous, Édouard Schumacher? Oui, mais Olivier s'invite très souvent quand il le souhaite avec plaisir en directoire et je ferai la même chose en conseil de surveillance. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Pierre de Villian? Sur ce qui vient d'être dit, sur la relation intuitive personnelle avec les constructeurs, est-ce que chacun, par ses marques, a une relation privilégiée avec certains constructeurs? Justement, ce qui fait votre complémentarité? Alors, d'abord, on a des marques en commun. Ouais, et d'ailleurs, les relations se font en commun. Par exemple, on peut les citer, Renault, le groupe Volkswagen. Et puis des apports de part et d'autre, notamment Toyota, Suzuki, Nissan, du côté d'Olivier, et de mon côté, les marques du groupe FCA. Alors, c'est vrai qu'il y a des relations... Vous êtes plus italien et lui plus japonais. Absolument. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Absolument. L'énoncé des marques. Qu'est-ce que vous vendez comme véhicule électrique l'un et l'autre? Enfin, le nouveau groupe, quelle est la part de volume électrifié? Principalement, ça va être la marque Renault. Je pense que sur le groupe, entre 4 et 5% des volumes. Et vous arrivez à faire votre beurre sur les véhicules électriques, puisque système de location, on a l'impression que les constructeurs vont un peu vendre à perte au départ, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous arrivez à vous y retrouver on va dire financièrement? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir faire du business sur les voitures électriques? On en fait aujourd'hui parce qu'on parle d'1 millier de véhicules quand même chaque année sur les deux groupes réunifiés. Oui, on en est convaincu. De toute façon, c'est une marche qui est inéluctable. Volkswagen annonce d'ici 2028, je crois, c'est 70 véhicules électriques. Une grande marche en avant. Même Toyota aura annoncé aussi développer un véhicule électrique. Alors, est-ce que ça sera la solution définitive? Est-ce que ça sera une solution parmi d'autres? En tout cas, les véhicules électriques auront leur place. Et puis, on aura un marché chinois
moi qui va tirer le véhicule électrique. Alors, vous le savez évidemment, Carlos Tavares a donné une interview au Figaro qui a fait un peu de bruit, le patron de PSA, il y a quelques jours. Il dit si les constructeurs ne vendent pas assez de véhicules électriques, ils seront ruinés par des amendes, puisqu'ils garderont le thermique. Est-ce que vous partagez cette inquiétude, qui n'est pas une petite inquiétude, parce que je crois qu'il y a 15 millions de voitures vendues en Europe et 17 millions de salariés. Moi, je suis toujours stupéfait du dogmatisme et des grandes décisions qui sont prises par les pouvoirs publics. Alors, est-ce que les constructeurs ont menti et continuent à mentir sur le diesel Moi, j'ai juste le sentiment, très bêtement, que l'électrique, c'est top quand on est en ville, que l'hybride, c'est génial quand on fait de la ville et puis du périurbain, mais que quand on descend de Paris à Marseille par l'autoroute, le diesel, c'est quand même ce qui est le plus efficient. Alors, on veut tuer le diesel. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est clair que le business model avec l'électrique, il ne peut pas être le même que sur les thermiques, parce qu'il n'y a plus d'après-vente. Enfin, il y a quasiment plus d'après-vente. Et aujourd'hui, clairement, on n'a pas la même marge sur une Zoé que ce qu'on peut avoir sur une voiture thermique. Et vous savez, en marge réduite, vous soulignez quand même le changement du modèle économique. Il va falloir qu'on trouve aussi des sources complémentaires de marge. Bien sûr. Et c'est pour ça que les constructeurs travaillent à la mise en place d'écosystèmes. C'est-à-dire que vous pourriez avoir dans vos concessions d'autres emplois qu'aujourd'hui, traditionnels. On commence à parler des conseillers de Genius, qui sont des conseillers 360, qui sont des conseillers produits, expérience client, qui accompagnent le client sur l'ensemble de ses besoins. Avant peut-être d'inventer des nouveaux services, je pense qu'il faut que, c'est ce qu'on se disait, il faut qu'on aille jusqu'au bout des services actuels et qu'on ôte les contraintes. Exemple, ça emmerde tout le monde d'amener son véhicule à la concession. Oui. On est contraint en termes d'horaire, on doit poser une demi-journée de congé pour aller la chercher, on doit aller chercher le véhicule avant 18h. En fait, on vous montre trop les coulisses de la concession et trop nos contraintes. Il faut qu'on se mette à la place du client et il faut qu'on arrive à construire des offres qui répondent à ses propres attentes. Et c'est ce que disait Olivier il y a quelques instants, ces offres n'ont pas forcément à être gratuites. On peut vous proposer d'aller chercher le véhicule chez vous, on peut vous proposer des plages horaires élargies, on peut vous proposer un certain nombre de services, et je crois que si on a un peu d'imagination, on peut aller très loin. En revanche, ils seront payants. Vous pensez que les clients sont prêts à payer pour ce type de service? On voit des nouveaux acteurs arriver qui sont des purs players du service, ils font payer sans vergogne leur mise à disposition, leur covoiturage, tout. Nous, on n'ose pas le faire. À nous de le faire. Est-ce que vous continuez à voir disparaître vos clients après l'achat du neuf, jusqu'à la première révision, 1 an, 2 ans après? De moins en moins, puisqu'on vend de plus en plus de formules packagées, c'est-à-dire l'entretien compris, et à partir du moment où l'entretien est gratuit, le client, c'est clair qu'il revient chez nous. On a parlé des énergies alternatives, il y a aussi le véhicule connecté, avec des fonctions de plus en plus abondantes, mais aussi complexes. Comment vous assurez la mise en main? Parce que finalement, on se rend compte qu'à l'utilisation, il y a énormément de gens qui utilisent, et certaines études constructeurs en témoignent d'ailleurs, entre 30 et 40% des fonctions du véhicule. Est-ce que maintenant vous prenez ça à cœur pour qu'on leur explique, même si ça peut être indigeste, parce que c'est vaste c'est aussi. Ce que disait Édouard tout à l'heure. Aujourd'hui, on crée un nouveau métier dans nos affaires. Alors certaines marques l'appellent Genius. Moi, je crois que c'est important d'avoir un collaborateur passionné du produit, qui partage sa passion avec le client. Donc c'est lui qui doit faire l'essai et non pas le vendeur. Et c'est lui qui doit faire la mise en main et pas le vendeur, parce que les voitures sont tellement compliquées qu'il faut bien les connaître. Et un vendeur, pour avoir été moi-même vendeur, quand vous faites un essai, vous vous dites merde, s'il y a un client acheteur qui rentre, moi je suis en train de faire le zozo avec papa et maman là dans la voiture, et quand on fait la livraison, pareil, s'il y a un acheteur, je vais peut-être le louper. Donc je crois qu'il faut faire évoluer le métier de nos collaborateurs et avoir, parce que les voitures, encore une fois, sont de plus en plus compliquées, avoir ces spécialistes qui puissent bien expliquer aux clients comment fonctionne leur véhicule. Et parce qu'on n'a pas un client, on a plusieurs types de clients, parce qu'on parle de véhicules connectés, souvent on pense aux véhicules gadgets. Il faut faire la différence, on va avoir des clients qui ne veulent que des véhicules très simples. C'est pour ça que la marque Dacia fonctionne. On est sur un véhicule entry, mais surtout, on est sur un véhicule où le client n'est pas embarrassé, ne paye pas ce qu'il ne veut pas.
Après, on a des véhicules qui sont effectivement beaucoup plus technologiques. Et là, on voit les mises en main durer de plus en plus. Et on a régulièrement des mises en main qui durent pratiquement 2 heures. Si on parle du véhicule connecté, c'est peut-être aussi ça qui rend notre métier aussi excitant aujourd'hui. Un véhicule connecté, on peut aller un peu plus loin et on peut parler aussi du véhicule autonome qui va lui encore plus bouleverser nos modèles économiques. Mais je trouve ça assez génial. Sur le plan sociétal, tout ce qui va découler du véhicule autonome, alors que nous, on ne connaîtra pas, hein, ce sera probablement nos enfants. On prend un peu de retard sur l'affaire autonome. On prend un peu de retard, mais on n'est pas à l'abri aussi d'accélération. On voit les pouvoirs politiques, l'impact qu'ils peuvent avoir à tort ou à raison sur le tissu industriel et sur les emplois, hein, pour reprendre ce que disait Carlos Tavares. On peut avoir des accélérations qui ne sont pas forcément logiques. En l'état, on a l'impression de prendre un peu de retard, mais qui sait demain. Demain, il y a l'enjeu de la data autour du véhicule autonome. Parce qu'au fond, le véhicule autonome, on va réduire le nombre de morts sur la route, on va avoir des véhicules qui vont se conduire tout seuls, mais surtout, avant tout, ça va être un enjeu de données, parce qu'on va vivre dans le véhicule. Ça va être un changement sociétal. On va passer du temps. Qu'est-ce que je vais consommer dans mon véhicule? Combien de clics demande Dieu? Quel est mon état de santé? Non, mais c'est phénoménal. Ces changements-là sont phénoménaux. Peut-être qu'on a des assureurs qui vont pousser, peut-être qu'on va avoir d'autres acteurs qu'on n'imagine pas. Ça veut dire que la concession du futur va aussi changer, s'adapter. Alors je pense pas, prendre en exemple les DS Stores, est-ce qu'on va se faire ce type de concession, ou vous imaginez déjà d'autres choses? On parlait de spécialisation des points de vente et des points de service. Il peut y avoir des concepts store, il peut y avoir des concepts de service rapide, il pourra y avoir des concepts de car sharing. Nous-mêmes, nous avions été pilotes pour un projet Renault Mobility. Le premier a été testé dans le réseau et chez nous. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le constructeur, peut-être qu'aujourd'hui, ne partage pas tous les produits avec nous, mais il partage ces nouveaux projets. Un projet comme celui-ci, il ne l'a pas élaboré seulement en chambre. Tout de suite, il y a eu un projet expérimental et dans le réseau. Donc il a fait confiance à ses distributeurs. Donc ce projet Renault Mobility, c'est celui qui, parmi d'autres, va remplacer Autolib à Paris. Donc c'est intéressant parce que le constructeur ou les constructeurs ont bien conscience qu'ils ont des professionnels sur le terrain qui connaissent les clients, qui sont confrontés aux contraintes et qui ne réfléchissent pas au modèle de demain en chambre, ce qui serait une erreur, et qui le testent chez nous. Et on est toujours volontaire pour ce type de projet. Sur le panel des vendeurs, puisqu'il a été question de ça, et c'est une question un peu candide, mais sur 18 marques, j'imagine, un peu différentes, avec à la fois du très haut de gamme et de l'accessible. Est-ce qu'on a des vendeurs, j'allais dire, de Lamborghini spécifiques et des vendeurs de Dacia? La conviction que j'ai en voyant nos collaborateurs, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la passion que le collaborateur peut avoir pour la marque qu'il représente est perçue par le client est très importante. Donc vous pouvez avoir un vendeur... Ça veut dire qu'il y a des vendeurs passionnés de Dacia? Oui. D'accord. Comme j'ai l'esprit, un de nos collaborateurs passionné de Skoda. Je veux dire, ils mettent des chaussettes vertes. Non, mais c'est... et on ne lui ferait pas vendre autre chose. On a des vendeurs, puisqu'on a le privilège d'avoir 2 centres alpines, on a des responsables de nos centres alpines qui sont complètement passionnés par la marque. Et un type qui connaît l'histoire d'Alpine par cœur et qui a lu tous les bouquins sur Alpine, vient le voir, il va pas le caler. Donc c'est important. Maintenant, on peut avoir des profils de vendeurs un peu différents, malgré tout, en fonction de la marque qu'ils vendent et du prix proposé. Un dernier mot pour conclure. Edouard Schumacher, est-ce que vous avez le sentiment que les gens de votre génération s'intéressent encore aux produits automobiles? Je ne parle pas de la mobilité, aux produits automobiles, à la bagnole. Moi, ce que je crains le plus, c'est la génération Z, qui, elle, ne passera probablement pas son permis de conduire, ou beaucoup moins. Alors, en province, peut-être encore, mais pour qui l'automobile est une contrainte, qui est née avec toutes ces questions politiques, existentielles autour de la pollution et écolo, à juste titre, mais parfois aussi avec des fausses informations, qui risquent de se désintéresser de l'automobile, et on le voit déjà dans les grands centres urbains, qui ne seront peut-être jamais nos clients si on n'arrive pas à mettre en place des services sans contrainte,
très simples, des applis, des systèmes comme on peut le voir à Paris où on peut débloquer sa trottinette avec son appli. Si on n'est pas capable d'être aussi simple et aussi agile, ils ne viendront jamais jusqu'à nous. En revanche, cette passion automobile, elle reste pour des marques de grands rêves. Et je vois sur les réseaux sociaux tout le succès qu'on peut avoir avec la marque Lamborghini, Maserati, Alpine, très très fort Alpine chez la jeune génération. Et quand je dis la jeune génération, c'est des 10 ans. Donc la passion, elle est toujours là pour des produits d'exception. Et ça, il faut entretenir cette flamme absolument, parce que ça rejaillit sur l'ensemble des constructeurs et des marques. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Ce sera le mot de la fin. Évidemment, une belle année. Et de ne pas divorcer, c'est cela? Ah, c'est pour le pire et surtout pour le meilleur. C'est surtout le meilleur. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce Face à la Presse. À bientôt.